Et si un simple ultimatum pouvait fissurer le mythe d'une Amérique intouchable en Afrique? Cette question, qui aurait pu paraître insensée il y a peu, a trouvé au Burkina Faso une réponse éclatante. Pour la première fois depuis des décennies, un pays ouest-africain a osé défier ouvertement la première puissance mondiale, portant sur la scène internationale une revendication de souveraineté sans précédent. Mais comment un geste, aussi risqué qu'audacieux, peut-il transformer la trajectoire d'un continent entier? Au cœur de Ouagadougou, une annonce a fait l'effet d'un séisme politique. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, a exigé publiquement le départ immédiat de la CIA du territoire national. Ce n'est plus une rumeur, ni une protestation feutrée glissée dans l'ombre des couloirs diplomatiques. C'est un affront direct, un bras de fer inédit avec une puissance qui, depuis plus d'un demi-siècle, impose sa présence et ses intérêts au nom de la sécurité globale. La vérité, longtemps dissimulée sous la façade de la coopération sécuritaire, éclate soudain. La base américaine n'était pas seulement un poste avancé contre le terrorisme, mais un centre de surveillance ultra-moderne, équipé de satellites, de drones, de serveurs cryptés et d'outils d'espionnage de dernière génération. Derrière les promesses d'aide, un objectif unique se dessinait: protéger les intérêts stratégiques, économiques et politiques d'une superpuissance étrangère, bien plus que ceux du peuple burkinabé. Les preuves sont accablantes. Les enquêteurs burkinabés découvrent des cartes détaillées répertoriant les richesses minières, de l'or, du manganèse, de l'uranium, ainsi que des dossiers confidentiels sur les élites africaines, des analyses sur les réseaux sociaux, des relevés de conversations privées. Des routes, des villages, des quartiers entiers étaient surveillés à leur insu. Un contrôle total, rappelant à s'y méprendre les méthodes d'un passé colonial dont l'Afrique tente depuis si longtemps de s'affranchir. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Washington, pris de court, déploie la panoplie classique de menaces: sanctions économiques, isolement diplomatique, suspension de l'aide au développement. Le Burkina Faso, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est-il vraiment assez fort pour résister à la pression d'un État qui dépense chaque année des milliards de dollars pour maintenir son influence sur le continent? Beaucoup en doutent, mais la voix du capitaine Traoré résonne, porté par un peuple qui refuse désormais de troquer sa dignité contre des promesses ou des subventions jamais tenues. Ce geste provoque un séisme bien au-delà des frontières du pays. Pour la première fois, un État africain expulse publiquement la principale agence de renseignement américaine. Ce n'est pas une simple bravade, mais une redéfinition de la souveraineté nationale, le refus de tout compromis qui sacrifierait l'indépendance sur l'autel d'une sécurité factice. À travers le continent, des échos d'admiration et de crainte se mêlent, car chacun pressent le bouleversement qui pourrait s'ensuivre. Et si d'autres suivaient l'exemple burkinabé? Mais cet instant d'audace est d'une extrême fragilité. L'histoire regorge d'exemples où le courage d'un peuple a été étouffé par la force d'ingérences extérieures. Si l'on détourne le regard, si l'on laisse d'autres écrire ce récit à notre place, l'occasion de reprendre en main notre destin s'évanouit. La possibilité de transformer l'humiliation en puissance collective, la colère en dignité retrouvée, pourrait être à nouveau confisquée. Comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Pourquoi, après tant d'années d'accommodement, la rupture s'est-elle imposée comme une nécessité historique? Pour saisir la portée de ce moment, il faut remonter le fil du temps, explorer les décennies d'ombre, de compromis, de résistances silencieuses qui ont modelé la relation entre l'Afrique et les grandes puissances. Derrière chaque barrière, chaque contrat signé à huis clos, se cachait une réalité plus profonde. Un système de dépendance où la souveraineté des États africains ne tenait qu'à un fil. Ce fil, tendu entre les promesses venues d'ailleurs et les concessions arrachées sous pression, a longtemps bridé toute velléité d'émancipation. Prenons un exemple concret. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire a accepté d'ouvrir une base française sur son sol en échange d'un soutien militaire. Cette présence, justifiée par la lutte contre l'instabilité régionale, s'est muée en outil de pression politique, permettant à Paris de peser sur les choix économiques et diplomatiques du pays. Le schéma s'est répété, de Libreville à Dakar, de Niamey à Bamako, dessinant une carte invisible de l'influence étrangère sur le continent. Au Burkina Faso,
le processus n'a pas été différent. Après l'indépendance, la France a maintenu ses réseaux. Puis l'Europe, puis les États-Unis ont pris le relais, abrités derrière la rhétorique séduisante de la coopération. Mais sous les discours de modernité, de stabilité et de développement, se cachaient des intérêts bien moins altruistes. Les milliards de dollars annoncés pour la sécurité finissaient rarement dans les écoles ou les dispensaires ruraux. Il suffisait de quitter les capitales, d'emprunter les routes en terre battue pour découvrir la réalité. Infrastructures en ruine, villages sans électricité, enfants privés d'éducation. L'aide, les prêts, les subventions. Rien n'était gratuit. Chaque dollar prêté, chaque euro investi s'accompagnait d'exigences, privatisation, ouverture des marchés, signature de contrats avantageux pour les entreprises étrangères. En échange, on promettait la modernité, la paix, le progrès. Mais ces promesses s'évanouissaient dès que l'encre des accords avait séché. Cette logique n'a pas épargné le Burkina Faso. Les gouvernements successifs ont dû jongler avec une équation impossible. Accepter l'aide, au risque de perdre la maîtrise de leur politique, ou refuser et s'exposer à l'isolement. Parfois, ils cédaient pour acheter du temps, parfois par manque d'alternative, mais toujours au prix d'une liberté rognée. Ce système semblait inébranlable. Après l'indépendance, le pays est resté piégé dans une toile d'influence patiemment tissée. Bases militaires, concessions minières, accords de défense secrets. Chaque fil ramenait à l'étranger. Et à chaque fil qui se tendait, l'autonomie reculait d'un pas supplémentaire. Mais cette dépendance avait un coût et un risque silencieux. Continuer sur cette voie, c'était accepter que l'Afrique ne décide jamais vraiment de son destin. C'était permettre à d'autres de raconter l'histoire à la place de ceux qui la vivent. C'était s'enfermer dans un cercle vicieux dont il semblait impossible de s'extraire. Pourtant, un malaise grondait sous la surface. Les citoyens voyant bien que, derrière les beaux discours, rien n'avançait vraiment. Ils comprenaient que la dignité nationale était trop souvent sacrifiée sur l'autel de promesses rarement concrétisées. Leur confiance s'effritait, leur colère montait, alimentant des mouvements sociaux, des débats dans les universités, des discussions sur les réseaux sociaux. Il n'a suffi que d'une étincelle pour tout faire vaciller. Car ce système d'apparence, construit sur l'opacité et la résignation, allait bientôt devoir affronter la lumière crue de la réalité. Mais que se passe-t-il lorsque le peuple cesse d'accepter la tutelle étrangère? Le Burkina Faso allait bientôt répondre à cette question, d'une manière qui ferait trembler tout un système. Cette réponse, loin d'être abstraite, s'est construite à travers des actes concrets et une mobilisation sans précédent. Tout commence par une enquête nationale discrète, déclenchée face à des soupçons persistants parmi les citoyens et les élites locales. Rapidement, la vérité dépasse l'entendement. Dans la base américaine, les enquêteurs découvrent des dispositifs de surveillance à la pointe de la technologie, des cartographies ultra précises des richesses minières, des rapports détaillés sur les opposants politiques, les chefs locaux, les mouvements sociaux. Ce n'est plus une histoire de coopération sécuritaire. C'est un réseau de contrôle et d'influence, installé au cœur du Burkina Faso. Les preuves sont accablantes. Chaque ressource, chaque pas, chaque voie dissidente était surveillée, fichée, analysée. Le pays s'est rendu compte qu'il vivait sous un œil étranger, omniprésent, omniscient. Un écho glaçant du passé colonial, réactualisé par la technologie du XXIe siècle. Le capitaine Ibrahim Traoré refuse la peur et les demi-mesures. Il convoque la presse, nationale et internationale, et dévoile sans détour les preuves accumulées, photos, documents, témoignages. Devant les caméras, il tranche. Cette base n'est pas un centre de sécurité, c'est un centre de contrôle. Il va plus loin. Traoré adresse un ultimatum à la CIA. Vous avez 48 heures pour quitter le territoire burkinabé. Le message est limpide et porte la voix d'un peuple lassé de voir sa souveraineté piétinée. Cette déclaration, loin d'être purement symbolique, marque un point de non-retour. À Washington, la surprise cède vite la place à la menace. Les responsables américains agitent la coupure immédiate de l'aide au développement, la perspective de sanctions économiques, d'isolement diplomatique. Ils rappellent qu'en 2023,
plus de 150 millions de dollars avaient été injectés au Sahel pour la stabilité régionale. Sans nous, vous vous effondrez, préviennent-ils, oubliant que la dignité ne se marchande pas. Mais au Burkina Faso, la réaction est inattendue. Là où régnaient crainte et résignation, surgit une fierté nouvelle. Les rues se remplissent de citoyens brandissant le drapeau national, acclamant la décision de leurs dirigeants. Les murmures de défiance se transforment en chants d'espoir. Cette fois, la dignité ne se troque plus contre quelques millions de dollars. L'enjeu est immense. Coupure budgétaire, chute du franc burkinabé, isolement diplomatique. Mais le choix est posé. Céder à la peur de tout perdre ou risquer l'avenir pour affirmer son identité et sa souveraineté. Rappelons un précédent historique. En 1956, l'Égypte de Nasser nationalise le canal de Suez, provoquant la colère de la France et du Royaume-Uni. Malgré l'intervention militaire des grandes puissances, le peuple égyptien tient bon. Ce bras de fer marque le début d'une ère nouvelle pour le monde arabe, inspirant d'autres nations à revendiquer leur droit à disposer d'elles-mêmes. Le geste du Burkina Faso s'inscrit dans cette tradition de rupture fondatrice, où la dignité prime sur les calculs immédiats. Ce jour-là, le Burkina Faso ne protège pas seulement ses ressources ou son drapeau. Il inscrit un jalon dans l'histoire du continent, un peuple qui ose, une légitimité retrouvée, un précédent capable d'inspirer d'autres nations à ne plus vendre leur avenir à crédit. Mais quel sera le prix réel de ce choix? L'Afrique vient-elle d'ouvrir la porte à une renaissance ou à des épreuves plus rudes encore? L'histoire récente montre que chaque avancée vers l'émancipation s'accompagne de résistances farouches. Lorsque le Ghana, sous Kwame Nkrumah, a proclamé l'indépendance totale et expulsé les conseillers étrangers, il a dû affronter des crises économiques et des tentatives de déstabilisation. Mais cette audace a fait naître une fierté nationale qui perdure encore aujourd'hui. L'onde de choc ne s'arrête pas aux frontières. L'exemple burkinabé inquiète, galvanise et fait naître de nouveaux espoirs dans les capitales voisines. Ce qui devait servir de leçon s'est mué en cri de ralliement. Lorsque l'aide américaine a été suspendue, beaucoup prédisaient un effondrement immédiat du Burkina Faso. Mais au lieu de s'isoler, le pays a vu naître une vague de solidarité africaine rarement observée depuis des décennies. Rapidement, le Nigeria et le Ghana, conscients de la fragilité des soutiens extérieurs, proposent des partenariats inédits pour compenser la perte. La Banque africaine de développement débloque une ligne de crédit d'urgence, affirmant la volonté de renforcer la coopération régionale et de dessiner une alternative aux dépendances passées. Ce choc diplomatique bouscule les esprits bien au-delà des frontières burkinabées. En Afrique de l'Ouest, Parlement et société civile réclament désormais des audits sur la présence de bases étrangères. À Dakar, à Lomé, à Bamako, la rue s'interroge. Combien de sites secrets? Qu'a-t-on cédé au nom de la sécurité? De jeunes activistes organisent des forums, des débats, invitant experts et anciens responsables à témoigner sur les coûts réels de la dépendance. Au sein de l'Union africaine, émergent des propositions pour établir un cadre commun de régulation des bases militaires et de l'ingérence technique. L'idée fait son chemin. Et si l'Afrique écrivait enfin ses propres règles? Pour la première fois, des juristes de plusieurs pays rédigent un projet de charte panafricaine sur la souveraineté numérique et la limitation de l'emprise étrangère. Des universités lancent des programmes de recherche sur la sécurité collective africaine, des think tanks publient des rapports détaillés sur les alternatives à la coopération militaire occidentale. La véritable force du choix burkinabé se révèle dans la capacité à transformer la crise en opportunité. Là où subsistait la marque d'une domination, le site de l'ancienne base se métamorphose en centre de formation pour la jeunesse africaine. Informatique, cybersécurité, géopolitique. Tout prépare une génération à défendre les intérêts du continent, par elle-même et sur son propre sol. Des hackathons sont organisés, des bourses attribuées à des jeunes talents pour étudier la sécurité numérique et la protection des données africaines. Pourtant, le risque demeure immense. Renoncer à l'aide extérieure, c'est accepter de marcher un temps sur le fil, sous la menace de la précarité ou de l'isolement. Mais ce pari a révélé un autre trésor, la confiance retrouvée entre nations africaines
et la possibilité de bâtir, sur cette base, une solidarité durable née dans l'épreuve. Ce qui se joue ici dépasse de loin un simple calcul budgétaire ou une question de réputation. Il s'agit d'inventer une souveraineté qui ne se négocie plus à l'étranger, mais qui se construit jour après jour dans la coopération, la transparence et la dignité. Là où l'on croyait voir la fin, certains imaginent le début d'un modèle inédit, fragile mais porteur de promesses. Mais ce bouleversement ne laisse pas tout le monde indifférent. Dans l'ombre, certains intérêts menacés préparent déjà leur riposte. Des campagnes de désinformation sont lancées, cherchant à semer le doute sur la capacité du Burkina Faso à tenir sans l'aide occidentale. Des pressions s'exercent sur les partenaires régionaux. Des tentatives de sabotage économique émergent. La dignité ne remplit pas un réfrigérateur, mais elle écrit l'histoire. Cette vérité se murmure au Burkina Faso et résonne dans chaque pays où la souveraineté s'est échangée contre des illusions vides. Mais comment transformer ce moment de rupture en un avenir plus solide et plus libre? Première leçon. L'argent n'est jamais neutre. Réorienter ne serait-ce que 200 millions de dollars d'aide pour les investir dans l'éducation, la santé ou l'agriculture bouleverse la vie des familles, plus sûrement que 1000 bases secrètes ou drones en patrouille. Chaque franc soustrait à la logique de dépendance et injecté dans la construction nationale devient une pierre sur le chemin de l'autonomie véritable. Des pays comme le Rwanda ont montré qu'en misant sur l'éducation, la santé publique et l'innovation locale, il est possible de réduire la dépendance et de bâtir une économie plus résiliente. Mais l'argent ne suffit pas. La jeunesse s'éveille. Sur les réseaux sociaux, dans les universités, dans la rue, une question s'impose. Pourquoi accepter la dépendance comme une fatalité? Ce sont ces remises en cause et ces débats brûlants qui plantent l'idée que l'émancipation n'est pas un slogan, mais un projet possible et urgent. Des mouvements étudiants lancent des campagnes pour la souveraineté économique, des associations organisent des ateliers sur la gestion transparente des ressources publiques. Transformer le passé devient un acte politique. Là où se dressaient des centres de surveillance, il faut bâtir des lieux de mémoire et d'éducation. Que ces lieux servent à apprendre, à se souvenir, à transmettre la vérité sur les années d'ingérence. Pour que chaque nouvelle génération comprenne que la souveraineté s'arrache et se reconstruit au quotidien. Des musées de l'indépendance ouvrent leurs portes, des documentaires sont diffusés à la télévision nationale. Un défi demeure, ne jamais baisser la garde. La vigilance reste la dernière citadelle de la souveraineté. Cela veut dire examiner chaque nouvel accord, suivre chaque promesse étrangère, questionner chaque investissement venu d'ailleurs. L'histoire l'a prouvé. L'autonomie ne s'offre pas, elle se défend, encore et toujours. À ce titre, des comités citoyens de vigilance sont créés pour surveiller les politiques publiques et alerter sur tout risque de collusion étrangère. Ignorer la leçon du Burkina Faso, c'est risquer de voir l'histoire se répéter, encore et encore, sur toute l'étendue du continent. Mais saisir cet instant, c'est ouvrir une route vers l'émancipation, pour le Burkina Faso et pour l'Afrique entière. L'exemple du Sénégal, qui a su imposer des conditions strictes à certains bailleurs de fonds pour préserver ses industries stratégiques, montre qu'il est possible de négocier autrement. Mais ce tournant ne sera pas sans conséquences. Car déjà, d'autres regards s'aiguisent, prêts à tester la solidité de cette nouvelle souveraineté. Les puissances concurrentes, de la Russie à la Chine, observent attentivement la situation, proposant de nouveaux partenariats, parfois tout aussi risqués. Le défi sera de ne tomber dans aucune nouvelle dépendance, mais de bâtir une souveraineté lucide, ouverte au monde, mais ferme sur ses principes. Si le mythe s'est effondré, l'avenir s'écrit désormais entre nos mains. Ce moment de rupture, s'il est transformé en projet collectif, peut devenir le socle d'une renaissance africaine. Il exige du courage, de la vigilance, mais aussi de l'audace pour inventer de nouvelles formes de coopération, à l'échelle régionale et continentale. L'expulsion de la CIA du Burkina Faso n'est pas qu'un geste spectaculaire. C'est un point de bascule. Soudain, l'histoire cesse d'être dictée par d'autres. À Ouagadougou, la souveraineté est devenue acte, pas simple discours, lançant un appel qui résonne à travers tout le continent. Ce choix franchit les frontières et ébranle l'ancien récit.
Il brise l'idée que la puissance ne germe qu'à l'ombre des grandes capitales du Nord. Il prouve qu'une décision, même isolée, peut fissurer un système jugé indestructible. Comme jadis l'Inde de Nehru ou la Tanzanie de Julius Nyerere, qui ont choisi la voie de l'autonomie malgré d'immenses obstacles, le Burkina Faso ouvre la voie à une nouvelle génération de leaders africains. Désormais, la question n'est plus « Comment un pays s'en sortira-t-il seul ?» mais plutôt « Que ferons-nous de cette brèche ouverte ?» Car en choisissant la dignité plutôt que les promesses et les dollars, le Burkina Faso lance un défi à chaque Africain, à chaque citoyen du Sud global. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre avenir, malgré les menaces, malgré l'attrait d'une dépendance confortable? Le risque est immense. Ce qui se joue n'est pas seulement le futur d'un pays, mais la place de l'Afrique sur la scène mondiale. Restera-t-elle spectatrice d'un destin imposé, ou deviendra-t-elle force créatrice, transformant frustration en puissance? Des intellectuels, des artistes, des entrepreneurs se mobilisent pour faire de cette rupture un levier de transformation durable. L'enjeu dépasse l'argent ou les sanctions immédiates. Il touche à la confiance collective, à la capacité de regarder le monde droit dans les yeux. À chaque refus de troquer l'indépendance contre des milliards de contrats opaques, une leçon silencieuse s'offre à tous. La souveraineté n'est pas à vendre, la dignité ne se négocie pas. Mais le réveil ne suffit pas. Pour devenir mouvement, il demande courage, lucidité et surtout créativité. Il faut inventer de nouvelles alliances. Investir dans l'éducation, la santé, la terre. Réconcilier le passé douloureux avec la volonté d'avancer ensemble. Cela passe par la création de réseaux d'universités africaines, de banques d'investissement panafricaines, de plateformes numériques pour valoriser les innovations locales. La révolution tranquille du Burkina Faso n'est qu'un début. Elle nous met face à un choix, rester spectateur ou devenir acteur de notre propre histoire, selon nos propres règles. À chacun de s'emparer de cette opportunité, d'inventer de nouveaux modèles, d'oser rêver plus grand. Ce moment appartient à chacun, dirigeants, jeunes, anciens, bâtisseurs, artistes. Le mythe d'une Afrique condamnée à la tutelle s'est effondré. La suite dépendra de notre audace à saisir l'instant, à transformer l'indignation en action, l'action en résultat tangible. Car si un simple ultimatum peut fissurer un mythe vieux de 50 ans, alors tout devient possible. L'avenir, désormais, s'écrit à voix haute, sur la scène du monde, par ceux qui osent refuser la fatalité